Au cours des dernières décennies, l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy a alimenté les théories du complot les plus variées. Des centaines de documentaires, des milliers de livres et des fictions controversées ont été réalisés sur le sujet. Tout ce matériel a toujours eu quelque chose en commun, la méfiance envers le verdict officiel des faits. Des versions ont été données par de supposés agents secrets qui ont ensuite décidé de dire leur vérité. Des théories lancées par des experts qui ont analysé encore et encore les bandes de cet épisode. Et des spéculations surgies de l'intérêt probable que le cercle intime de Kennedy aurait pu avoir pour se débarrasser de lui. Une analyse rapide laisse une conclusion qui semble incontestable. Il y avait plusieurs personnes ou groupes qui, pour une raison quelconque, auraient pu avoir des raisons d'éliminer. En 1963, à celui qui était le plus jeune président des États-Unis. Le secret avec lequel les dossiers de l'affaire ont été gérés n'a pas aidé à dissiper les doutes. Peut-être pour cette raison, l'énigme reste si attrayante pour beaucoup, qui avaient déjà assumé que la vérité était destinée à rester cachée. Cependant, en mars 2025, une nouvelle a secoué le monde et a ravivé tout l'intérêt pour cet assassinat. L'administration de Donald Trump, actuel président de l'Amérique du Nord, a libéré plus de 3500 fichiers de la CIA liés à l'incident. Mais ne nous précipitons pas. Que sait-on actuellement de toutes ces informations? Y a-t-il de nouveaux indices qui peuvent aider à résoudre le mystère, ou est-ce tout simplement un écran de fumée, comme le suggèrent certains? Pourquoi dit-on que les rapports nuiraient à la famille Bush? Y a-t-il des preuves qui permettent enfin de pointer du doigt la mafia, le gouvernement de Fidel Castro, Israël ou même l'agence de renseignement elle-même? Eh bien, pour essayer de répondre à ces questions et à d'autres, nous allons nous plonger dans les nouvelles révélations sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Avant de progresser, il est nécessaire de souligner que les fichiers déclassifiés sont en train d'être vus et analysés en temps réel, il se peut donc que de nouvelles révélations apparaissent dans les dernières heures. De plus, cette vidéo contextualise l'assassinat de Kennedy pour en saisir les implications au vu des récentes découvertes. Si le sujet vous intéresse ou si vous voulez que nous fassions effectivement un rapport plus approfondi sur ce cas, écrivez BALA magique dans les commentaires. Et maintenant, commençons. Connaître la version officielle des faits. Le 22 novembre 1963 est une date qui est restée gravée à jamais dans l'idiosyncrasie américaine. Ce jour-là, à Dallas, le 35e président de ces terres se promenait dans un cortège, saluant depuis une Lincoln décapotable ceux qui s'étaient approchés pour l'acclamer. Son idée était de renforcer le bloc démocrate, qui avait eu quelques frictions internes et avait besoin d'un reflet d'unité. Pour cette raison, John Fitzgerald Kennedy et sa femme Jacqueline avaient commencé une tournée qui les avait emmenés à San Antonio la veille, à Houston et à Fort Worth. Jusqu'à midi, Dallas était connue comme la plus grande ville des États-Unis sans accès à la mer. L'aéroport international de Dallas-Fort Worth est le plus grand de l'État, le deuxième plus grand d'Amérique du Nord et le troisième plus grand du monde. Ces facteurs maintiennent sa facilité d'accès pour de nombreux touristes. La vérité est que depuis le milieu des années 60, ceux qui vont à Dallas le font pour visiter le site où a eu lieu l'un des meurtres les plus emblématiques de l'histoire moderne. À 12h30, la promenade présidentielle pacifique a été interrompue par des bruits assourdissants que certains ont pris pour des feux d'artifice liés à l'événement. Cependant, l'horreur a envahi la scène quand John Fitzgerald Kennedy s'est effondré dans le siège après une série de secousses. Le chaos régnait. Sa femme est allée à l'arrière du véhicule. Certains disent qu'elle l'a fait pour remonter la capote de la voiture, d'autres pour récupérer un morceau du cerveau de son mari. Il y avait des cris, des courses, du désespoir. Le président a été rapidement conduit à l'hôpital, où malgré un pronostic sombre et une absence de signes vitaux, des tentatives de réanimation ont été entreprises. En vain pendant plus de 40 minutes. Ce qui a suivi n'était pas moins scandaleux. Quelques brefs enregistrements et le témoignage de quelques curieux de passage ont mené à un jeune homme de 24 ans, nommé Lee Harvey Oswald. Un meurtrier d'officier serait finalement appréhendé dans un cinéma. Pas plus de 45 minutes ne s'étaient écoulées depuis l'attentat, et les choses prenaient déjà un nouveau tournant. Oswald était un ancien marine qui s'était ensuite allié à la cause de l'Union soviétique et du communisme. Ces informations et d'autres ont été vite exposées par les médias. L'opinion publique y a trouvé un sens.
La situation sociopolitique du monde était tendue. La guerre froide alimentait encore la paranoïa des blocs qui se disputaient le contrôle du monde. Et ce n'était pas il y a longtemps. La crise des missiles, ou ce qui s'est passé en relation avec la baie des cochons, avait fait craindre le pire aux citoyens. Nous y reviendrons bientôt. Quoi qu'il en soit, Oswald était devenu un personnage crucial pour les suiveurs de l'actualité. Les questions sur lui, son passé et ses contacts s'accumulaient, mais resteraient sans réponse. Et c'est que Oswald serait le protagoniste d'un autre événement marquant, celui de la première mort, diffusé en direct le 24 novembre. Vers 11 h du matin, alors qu'il était transféré de commissariat, il serait attaqué par Jack Ruby, propriétaire d'un club nocturne et personnage lié à l'AMPA. Un seul coup de feu de calibre 38 a suffi pour mettre fin à Oswald et pour propulser toute l'affaire dans le terrain marécageux des conspirations. Il était très difficile de ne pas voir que cette mort était terriblement opportune pour que l'affaire puisse être clôturée sans trop de complications. Et c'est en fait ce qui finirait par se passer. Le gouvernement de Lyndon B. Johnson, successeur de Kennedy, a établi l'année suivante la commission Warren pour enquêter sur ce qui s'était passé. La conclusion de cette commission a été concise. Oswald avait agi seul et avait tiré depuis le 6e étage du Texas School Book Depository. De Ruby, il a été conclu qu'il avait également agi de sa propre initiative. Et sans autre prétexte qu'un élan de patriotisme. L'homme finirait par être condamné à la réclusion à perpétuité, mais mourrait en prison en 1967 à cause de complications de santé qui se sont avérées aussi suspectes que tout ce qui se passait. Il est également important de souligner que pour que l'idée d'un seul tireur ait un sens. La commission est devenue célèbre pour avoir élaboré une théorie expliquant qu'un des projectiles tirés avait suivi un parcours plus que curieux et extravagant. Les sceptiques ont appelé cette théorie la balle magique et l'ont sous-estimée immédiatement. L'opinion publique était plus indignée que satisfaite et la méfiance a commencé à se propager parmi les citoyens. Cependant, ce n'était que la pointe de l'iceberg. Les autres théories? Le rapport Garrison, réalisé en 1967 par le procureur Jim Garrison de la Nouvelle-Orléans, a été l'un des premiers rapports officiels à énumérer les manquements commis par la commission. Warren, tout en offrant de nouvelles lignes de lecture qui ont inspiré le film John Fitzgerald Kennedy d'Oliver Stone, le même où tout ce qui a été condamné par la commission a été accusé de fiction. Warren a gagné 2 Oscars et a été nominé pour 8 autres, dont le prix du meilleur film. Garrison a expliqué dans de nombreuses interviews que, selon ses rapports, l'assassinat de Kennedy avait été une conspiration orchestrée par la CIA. Il pensait que le président voulait poursuivre la guerre froide et le considérait comme quelqu'un de faible d'esprit en 1975. La commission Rockefeller, dirigée par le vice-président Nelson Rockefeller, a rendu public pour la première fois le visionnage complet d'une cassette amateur qui deviendrait notoire et serait largement diffusée. Nous parlons de la célèbre bande Zapruder, prise par un entrepreneur du même nom. Elle a été un matériel d'une importance vitale pour l'émergence de nouvelles théories plus spectaculaires. On a mentionné une arme secrète de la CIA dissimulée dans un parapluie. Et qu'en réalité, l'un des agents du service secret qui conduisait la Lincoln décapotable s'était retourné et avait tiré. On a même parlé d'un tireur situé à l'intérieur d'un égout. La même année, le Sénat a créé le comité Church, qui, après une enquête laborieuse, a déterminé que la CIA était effectivement coupable de dissimuler des informations pertinentes. En 1976, le comité Select du Congrès sur les assassinats a été créé pour réviser l'affaire, et a conclu qu'il était faisable de parler d'une conspiration, mais qu'il n'y avait pas de preuves accablantes pour savoir qui était impliqué dans celle-ci. Cependant, le comité a pris soin d'exclure la participation du Federal Bureau of Investigation et de la CIA. Ils ont conclu qu'il n'y avait aucune preuve impliquant l'Union soviétique ou le gouvernement cubain. Oui, ils ont mentionné que la mafia était potentiellement impliquée dans cette affaire. Cela a été soutenu par la pression que John Fitzgerald Kennedy lui-même avait exercée sur le Federal Bureau of Investigation pour déstabiliser l'AMPA, ce qui n'avait pas encore eu lieu jusqu'à ce moment. Il est très connu la rumeur que Hoover, le directeur du Federal Bureau of Investigation, ne poursuivait pas habituellement les mafieux parce qu'il le faisait chanter avec du matériel qui prouverait son homosexualité. En enlevant ce voile d'impunité à la mafia, John Fitzgerald Kennedy, se sentant trahi, s'était chargé de le faire disparaître de la carte. Certains soutiennent que le crime organisé aurait agi avec l'aval de Lyndon B. Johnson, le vice-président de Kennedy déjà mentionné. On a aussi mentionné un mafieux français appelé Sarti. On dit qu'il se serait positionné, déguisé en uniforme de la police de Dallas, sur un monticule de gazon face au cortège présidentiel. Une version a même assuré que la monnaie avec laquelle Sarti a été payé pour l'assassinat du président était de l'héroïne. Car à cette époque, il était impliqué dans le trafic de drogue.
Sartre serait resté caché 2 semaines au Mexique, jusqu'à ce qu'il puisse finalement se déplacer jusqu'à Montréal, pour ensuite voler de retour en France. D'autre part, on a spéculé sur la présence de 2 Cubains anticastristes qui travaillaient comme espions américains. Il y a des registres indiquant que tous deux sont sortis du même bâtiment où Oswald avait été. Les 2 hommes ont été brutalement assassinés quelques années plus tard, juste au moment où les enquêtes sur ce qui s'est passé en 1966 s'intensifiaient. Pour compliquer les choses, en 1994, le militaire américain James Files a déclaré publiquement qu'il avait été l'auteur du tir mortel contre Kennedy, tirant depuis un parterre de plantes à Dealey Park. Confession qu'il a confirmée en 2003 et qui a également été enregistrée dans la vidéo The Murder of John Fitzgerald Kennedy Confession of a Killer. Et vous pensez que c'est tout? Non, bien sûr que non. Il y a d'autres lignes qui parlent de la famille Rothschild comme l'exécutrice du président, en vengeance parce que ce dernier avait voulu leur retirer le monopole de la réserve fédérale. Curieusement, toutes les mesures que Kennedy avait prises à cet égard ont été abandonnées 24 heures après sa mort. On a également parlé du renseignement israélien, qui aurait été irrité par les pressions de John Fitzgerald Kennedy contre leur programme nucléaire secret et par la sympathie de ce dernier pour les Arabes. Certains ont même blâmé Nixon en personne. Et il a été suggéré que le corps de John Fitzgerald Kennedy aurait pu être remplacé par celui d'un agent qui lui ressemblait beaucoup. Il a été mentionné que le convoi du président avait changé d'itinéraire à la dernière minute, un fait loin d'être négligeable, et que lui-même s'était absenté. 2 agents du service secret, 2 agents qui, s'ils avaient été là où ils étaient supposés être, auraient entravé le tir fatal. Parmi les causes possibles de l'assassinat figuraient également des problèmes de jupons et des trahisons familiales. Coïncidence, simple paranoïa. Qui et pourquoi avait tiré sur John Fitzgerald Kennedy? Était-ce seulement un homme ou y avait-il eu un complot? Les questions se sont multipliées, tout comme les réponses possibles, alimentant une spirale infinie de possibilités. Sachant que tout le monde semblait cacher quelque chose, le peuple a fini par accepter que le mystère était destiné à rester non résolu. Ces dernières années, de nombreuses connexions ont été révélées, témoignant de théories aussi extravagantes que probables. C'est pourquoi, lorsque l'annonce a été faite que le mardi 18 mars 2025, de nouveaux documents impliquant d'autres figures de pouvoir seraient déclassifiés, beaucoup ont retenu leur souffle. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. La première chose à savoir est que les documents de l'affaire auraient dû être totalement déclassifiés en 2017. Trump traversait son premier mandat à ce moment-là et a choisi de garder confidentielle une partie de l'information pour, dit-il, des raisons de sécurité nationale. En 2025, 8 ans plus tard, et déjà en plein essor de son second mandat, l'homme d'affaires ne semble plus avoir ses peurs. L'une de ses premières politiques a été d'instruire le Federal Bureau of Investigation de publier tout document relatif à Kennedy qui serait resté caché jusqu'à ce moment. La raison de ce revirement n'est pas tout à fait claire. Certains l'attribuent à une stratégie politique visant à renforcer sa position sur certains sujets et à obtenir ainsi l'approbation du peuple. D'autres pensent qu'avec cette déclassification, il crée un écran de fumée pour ne pas déclassifier des dossiers de plus grande importance, comme ceux liés à l'affaire Epstein. Comme si l'attente n'était pas déjà élevée. Quelques heures avant la déclassification tant déplorée, le porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré, et je cite, « Enfin, les citoyens auront ces documents entre leurs mains et il y aura une histoire à raconter. » Je ne vais pas vous révéler cette histoire, mais laissez-moi vous dire, le peuple américain sera très surpris par ce qu'il verra. Comme on peut l'imaginer, au moment de la publication des fichiers, les médias et diverses études se sont précipités dessus. Avec l'envie de trouver parmi ces milliers et milliers de pages une exclusivité capable de secouer le pays. Cependant, l'un des premiers journaux à se manifester a été le Washington Post, qui a assuré qu'aucun des fichiers publiés n'était nécessairement nouveau, mais qu'il s'agissait de fichiers précédemment censurés, qui étaient maintenant publiés sans les ratures conséquentes. Les professionnels de ce média ont également averti que les rapports regorgeaient de langage technique, et pour comprendre la véritable portée de beaucoup d'entre eux, il fallait effectuer des études approfondies et des comparaisons de données. Malgré tout, il y a eu de nombreuses choses qui ont pu être corroborées après la lecture de certaines lignes choquantes. On a trouvé, par exemple, une preuve claire de la surveillance que la CIA aurait exercée sur Oswald lors de ses voyages au Mexique, dans le but de se présenter aux ambassades soviétiques et cubaines. Des registres datant du début des années 60 montrent que les organismes de sécurité surveillaient déjà le jeune homme à cette époque, alors qu'il manifestait en Russie. Cela a ravivé de vieilles questions. Pourquoi opérait-il sur Oswald?
3 ans avant l'assassinat, le considérait-il déjà comme une personne dangereuse ou ce suivi était-il destiné à le recruter? Il y a beaucoup de gens qui supposent qu'Oswald a toujours été un espion et n'a jamais eu de sympathie pour les causes communistes. Est-il donc possible qu'Oswald ait toujours été un agent des États-Unis qui a même réussi à gagner l'affection du Komitet Gosoudarstvenoi Bezopasnosti? Les archives révèlent également que la CIA a intercepté les lignes téléphoniques de différentes ambassades dans sa poursuite pour prendre l'avantage dans la guerre froide. De plus, ces écoutes avaient eu pour objectif secondaire de surveiller diverses personnalités, allant des politiciens de haut rang aux artistes liés à une militance anti-impérialiste. Bien qu'évident et connu de beaucoup, il est clair que les États-Unis avaient tissé au cours de ces années un réseau d'information et de désinformation visant à discréditer ou à éliminer ceux qu'ils considéraient comme des personnes offensantes sur le plan idéologique. Les mémos détaillent également la manière dont George Bush père aurait pu être impliqué dans la logistique de ce qui s'est passé à Dallas. Cela a été considéré comme une grande contribution pour beaucoup, qui pendant des années ont pointé du doigt cette famille comme l'une des impliquées dans la mort de John Fitzgerald Kennedy, et c'est que depuis la révolution cubaine initiée par Castro, les Bush auraient perdu de grosses affaires qu'ils avaient sur l'île. En considérant Kennedy comme une personne très conciliante et douce, ils le considéraient comme indirectement responsable de la perte de leurs entreprises. En fait, ceux qui soutiennent cette théorie suggèrent que l'action de Bush dans l'assassinat de Kennedy est ce qui aurait ouvert la porte à devenir le directeur de la CIA, en 1976, et en président quelques années plus tard. Même certains rapports semblent indiquer que le lien de Bush avec la CIA était déjà très fluide. Pour 1960, quand il avait 36 ans, et pour le public en général, il était déjà un politicien fort, mais assez mineur. Enfin, certains rapports attestent que la CIA étudiait les mouvements d'Israël et ses armes nucléaires, ce qui rouvre des questions sur cette possible ligne de connexion. Toutes ces déclassifications, précieuses pour beaucoup, n'ont pas été très bien vues par certains anciens agents et professionnels qui à l'époque étaient actifs dans les enquêtes. Qu'est-ce que cela signifierait? L'ouverture de nouvelles et complexes intrigues, bien sûr. Des informations personnelles sensibles, comme des numéros de sécurité sociale, ont été divulgués dans des documents récemment déclassifiés. Joseph Singh-Sense Genova, un ancien avocat de campagne du président Singh-Sense Donald Trump, a été l'une des victimes. L'homme a déclaré qu'il prévoyait de poursuivre les archives nationales et l'administration des documents des États-Unis pour violation des lois sur la vie privée. Il s'inquiète du vol d'identité car ces informations personnelles étaient présentes dans les documents du dossier. Pour son travail pour un comité sélect du Sénat des États-Unis qui a enquêté sur les abus de pouvoir de la part des fonctionnaires du gouvernement. Dans les années 1970, y compris la surveillance des citoyens américains. Son cas n'était pas le seul. Plusieurs personnes qui ont travaillé secrètement pour l'agence de renseignement se sentent aujourd'hui vulnérables et craignent que cette déclassification ne soit en réalité qu'un moyen déguisé de livrer leurs données à d'éventuels ennemis. Mais dans quel but? Jusqu'où s'étendent les tentacules de ce réseau de paranoïa? La majorité des archives nationales liées à l'assassinat, y compris certaines que l'agence n'a pas mises en ligne, sont disponibles sur le site web de la Fondation. Mary Farrell, nommée en l'honneur d'une secrétaire juridique de Dallas décédée, qui est devenue l'une des premières enquêtrices sur l'assassinat. Jax Schultzberg, unique petit-fils de Kennedy et fils de Caroline Kennedy Schultzberg, a été sévère envers le président et son cousin Robert F. Kennedy Jr. Il a accusé les deux hommes d'utiliser l'affaire John Fitzgerald Kennedy pour des intérêts politiques et non par engagement envers la recherche de la vérité. Il considère même que la déclassification de tant de rapports, si complexes et contradictoires entre eux, n'est conçue que pour éviter les reproches et générer plus de confusion. Suivant cette ligne du New York Times, se demanda-t-il, et je cite, « Que prouvent ces archives? Sont-ils un indice tentant pour démêler une conspiration compliquée que le gouvernement a essayé de dissimuler pendant des décennies? Sont-ils une preuve supplémentaire que la CIA en savait plus sur Oswald qu'elle ne l'a initialement reconnu? Ou un détail mineur, retenu tout ce temps en raison d'impératifs bureaucratiques, sans rapport avec la question de savoir si Oswald était le seul attaquant ce jour fatidique? » Le journaliste Philip Shannon, auteur d'un livre sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, s'est montré un peu plus optimiste. Et il croit fermement que les nouveaux documents, bien qu'ils n'apportent pas d'informations totalement nouvelles, montrent, comme nous l'avons vu, que la CIA ou le Federal Bureau of Investigation étaient au courant des intentions d'Oswald. La question clé serait, selon lui, pourquoi n'ont-ils alors pas alerté Washington du danger que représentait Oswald?
Il est également clair, d'après les rapports traduits, que le gouvernement américain avait toute une campagne pour générer un récit autour du meurtre. Le meurtre de John Fitzgerald Kennedy et d'autres événements controversés qui ont suivi n'étaient-ils qu'une fiction perpétuée pour générer une lecture de l'histoire qui s'éloigne de la réalité, mais sert le discours des pouvoirs en place? Que s'est-il passé à Dallas en 1963? Y a-t-il quelqu'un qui connaît la vérité ou le temps? Il a réussi à brouiller les limites entre la réalité et la conspiration, et aujourd'hui, seules les spéculations peuvent survivre. D'une manière ou d'une autre, il semble clair qu'il y avait plusieurs groupes de pouvoir qui n'étaient pas entièrement satisfaits du rôle que John Fitzgerald Kennedy remplissait pendant ces années tumultueuses. Il y a plus qu'assez de raisons de penser que la gâchette aurait pu être pressée indirectement par la CIA, par des groupes cubains, par des mafias, par des Israéliens, par d'autres futurs présidents ou par les banquiers qui dominent encore aujourd'hui l'économie mondiale. En attendant, la bande sur laquelle l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy peut être vu encore et encore survit. À chaque visionnage, nous pouvons imaginer un nouveau panorama et vérifier combien il peut être vrai si nous sommes prêts à relier les points. C'est comme si cet assassinat ne représentait pas seulement une conspiration, mais le point clé où de nombreuses conspirations ont réussi à unir leurs forces et à créer le monde que nous connaissons aujourd'hui, un monde où de plus en plus la réalité semble condamnée à être exécutée d'une balle dans la tête.